Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendre à oser pour que tout devienne possible. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et alors quand je dis bonsoir messieurs, bah oui, je dis bonsoir messieurs parce qu'en fait là je me sens un peu en infériorité numérique. Ce soir il y en a beaucoup des messieurs. Oui, ce soir il y en a beaucoup. Et encore il y en a un autre qui va arriver plus tard. C'est ça. Donc en fait j'ai l'impression d'être dans un harem inversé là, tu vois, c'est chouette. Je trouve franchement, j'ai déjà connu pire quoi. Donc bonsoir Joachim, comment tu vas? Bonsoir Laurence, bien, en forme. Sous le soleil? Presque. Ouais, un peu de soleil, ça fait pas de mal dans cette saison. Allez, demain, juste un petit peu de pluie pour ne pas non plus qu'on s'habitue trop. Et puis on est parti pour 1 semaine de beau temps, t'imagines? Ça va faire du bien. C'est ça, on va avoir, voilà, on va avoir l'été qu'on n'a pas eu précédemment. Donc, bonsoir Kylian. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va et toi? Ben, ça va. T'as survécu à tes 2 semaines d'école? Bah, plutôt bien. Ouais. Plutôt ça bien, s'est très bien passé. Ça va, alors te revoilà maintenant pendant 2 semaines avec moi. C'est ça. Ah, super, chouette. Vivement qu'on reprenne les cours, quoi. Oui, mais ça va, oui. Tu vas voir, toi. Attends, je vais te faire suer ces 2 semaines-ci. Et donc, ce soir, j'ai donc Joachim et Kylian, mais j'ai surtout, nous avons surtout un invité. Et alors, on va vous parler, on est à l'heure du repas, presque. On va vous faire respirer, on va vous faire humer, on va vous donner envie, parce qu'on va parler café, on va parler torréfaction. Donc voilà, vous allez avoir vos narines qui vont être titillées. Et donc, je vous présente Martial Brayer, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà, qui est donc torréfacteur Odora. Bonsoir Martial. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien. Donc, en effet, on va parler de vous, on va parler de votre activité, de votre conversion, parce que vous n'êtes pas né torréfacteur et il n'y a pas très longtemps que vous faites ça. Donc, pourquoi, comment, parce que, voilà, on veut tout savoir. Et on va passer tout ça en revue avec vous. On va parler de différents types de café. On en a un peu déjà parlé hors antenne. Et alors que je ne bois pas de café, vous m'avez donné envie de venir en boire chez vous. Donc déjà, c'est un bel exploit. Bravo. Donc on ira prendre un café un jour Odora pour aller goûter vos cafés. Donc, mais avant tout ça, on va mettre un peu d'ambiance, un peu de musique avec le premier choix musical. Et vous m'avez proposé Jean Ferrat, Ma France. Pourquoi ? Si on écoute les paroles de la chanson, on va vite comprendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que la France, on a un très joli pays, avec une vraie histoire, une vraie campagne, et que quand on est de la ville, on ne connaît pas cette campagne-là, et qu'il faut vraiment la découvrir. Parce qu'on a tendance à vouloir apprendre aux autres à vivre. Quand on vient de la ville, je dis bien parce que je suis un Parisien au départ. Oula. Et en fin de compte, on a vraiment un très beau pays, et notamment le Limousin était vraiment un très beau pays. Je trouvais que Jean Ferrat le chantait très bien avec Ma France. C'est parti, petite introspection, et c'est parti pour Jean Ferrat, de Jean Ferrat à la campagne et surtout à la France profonde que nous avons ici au Limousin. Et je confirme que pour avoir débarqué il y a quelques années, avoir découvert le Limousin, c'est quand même autre chose que la ville, c'est autre chose que ce qu'on peut imaginer. Et donc, on a parlé encore hors antenne, le café, on a tous cette image du café, que Kylian, tu le disais si bien, le café de la machine à café, de la cafétéria. C'est ça, le café du 5 minutes, j'ai pas le temps. C'est exactement. Et donc, je vais te laisser poser la première question. La première question est plutôt simple, c'est vraiment présentez-vous, que faites-vous dans la vie, donc pour qu'on parte tous sur les mêmes bases. Donc, je m'appelle Martial Brayer, j'ai 53 ans. Je suis marié depuis 32 ans et j'ai 3 filles qui ont 28, 25 et 18 ans. Voilà, qui sont grandes et qui travaillent. J'ai eu donc un parcours, on va dire 3 vies professionnelles. C'est ma 3e vie professionnelle. J'ai eu une carrière de 19 ans au sapeur-pompier de Paris. Que j'ai quitté en 2006. En 2006, je suis rentré dans une entreprise privée en tant que formateur en sécurité incendie. Et au bout de 14 ans, j'ai terminé comme directeur adjoint du département formation sur le territoire national, donc, avant de me consacrer à la torréfaction, passion qui m'a conquise durant l'année 2019 et qui a mûri dans mon esprit. Et j'ai voulu vraiment transformer ma carrière, donc partir sur de nouveaux horizons. Voilà. Et j'habite donc la campagne, la région limousine depuis 2006. Après, mon épouse, elle, est du Limousin.
D'accord. Ah oui, donc. Voilà. Et mes parents aussi. Oui, donc quand même originaire du Limousin Il y avait à la un base. pied dedans, non? Voilà, j'avais un petit pied dedans du côté maternel. Mais bon, il faut savoir que pour la petite histoire, mon papa aussi était pompier de Paris. Donc moi, je suis né à Paris, dans le 6e arrondissement. J'ai grandi dans le 6e arrondissement et j'ai même pris mes fonctions de pompier pendant ma carrière un certain temps dans le 6e arrondissement. Donc Saint-Germain-des-Prés, Saint-Sulpice, voilà. Un beau petit quartier. Et puis vous êtes venu voir ce que c'était un mouton, ce que c'était une chèvre. Est-ce que c'était une vache? Est-ce que ça ressemblait? Une poule, un coq, un canard? Ça chante, ça fait du bruit. C'est ça. Et vos enfants avaient quel âge quand vous êtes venus Alors ici? quand je suis arrivé ici, ma plus grande avait donc 14 ans, Marion avait 10 ans et Lou avait 3 ans et demi. Ah oui, donc Voilà. elles ont cette, pour certaines, c'est du... Oui, j'en ai une qui reste amoureuse de Paris, qui y travaille, qui vit là-haut et qui pour l'instant n'est pas décidée à venir à la campagne. J'en ai une autre qui est partie sur l'île d'Oléron, elle, voilà, un cadre aussi Ah oui, magique. assez magique, oui. Et puis Lou, elle, la petite dernière, est amoureuse du Limousin. D'accord. Voilà. Oui, elle est Passionnée de la née, campagne, pour elle, passionnée elle a des grandi animaux. ici, quoi. Oui. Et puis elle adore vraiment le Limousin, quoi. Voilà. On n'est pas forcé d'adorer là où on a grandi. Je viens Alors, d'y penser. Non, on n'est pas forcé, mais en général, ça marque. Ça met quand même une empreinte. Alors, Après, voilà, c'est là où on grandit, ça reste. Enfin, moi, le Lot, c'est le Lot, quoi. Mais c'est ça. n'empêche pas le fait que j'ai pas forcément envie d'y passer ma vie, quoi. C'est là dessus où. Ça dépend, oui, ça dépend comment tu as vécu. Voilà, je pense que c'est ça. Ça dépend comment on a vécu. Moi, je sais que mes filles, je leur ai fait participer à pas mal d'activités, on va dire sportives, notamment équestres. Ce qui fait que, évoluer dans notre campagne limousine à cheval, c'est quand même le top. C'est autre chose C'est qu'à vrai que Paris. dans le 6e, C'est compliqué. Aller faire du cheval au bois de Boulogne ou au bois de Vincennes, c'est bon. Voilà. pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est joli, mais c'est pas la même chose. Bon, moi, j'ai un de mes hobbies qui est la chasse. Voilà, je suis chasseur passionné. J'ai transmis ce virus-là à ma petite dernière, qui m'accompagne depuis toute petite, comme mes autres filles, mais elle s'est passionnée pour ce domaine-là. Et effectivement, on adore être dans la nature, aller prendre des photos, aller chasser, mais voilà, on aime d'abord être dans la nature et aller attendre le coucher de soleil, de voir la sortie des animaux le soir, de profiter de cette nature qui est encore entière chez nous. C'est ça. Il y a une faune aussi à Paris, mais c'est pas la même. Non, c'est pas du tout pareil. C'est ça. J'y étais il y a 2 jours. C'est pas la même, clairement. C'est pas du tout pareil, non. J'aimerais qu'on parle de votre passé en tant que pompier, en fait. Qu'on prenne un peu de recul sur toutes ces années et qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, en fait. Alors, le métier de pompier m'a apporté des compétences, c'est certain, mais surtout, comme on dit chez nous, l'altruisme, l'efficience, et puis quelque part aussi la discrétion. Ça, ce sont les 3 grands mots, les 3 grands leitmotifs qui nourrissent notre métier. Mais moi, j'aime bien la relation de proximité avec les gens. J'aime rendre service, j'aime être avec les gens, donc, et puis ce métier de pompier, on est toujours avec les gens. Faut pas s'imaginer que les pompiers ne sont là que pour le feu, que ce soit des pompiers de Paris, parce que Paris, on est militaire, donc on est entre guillemets taillable et corvéable à merci, mais tous les pompiers de France, qu'ils soient professionnels ou volontaires, font ça par passion, par conviction, et parce que d'abord, ils aiment être au service des gens et porter du bien aux gens. Voilà. Et c'est vraiment, dans ce métier-là, on retrouve, c'est cette passion qui nous anime, quoi. Oui, parce que comme vous dites, un pompier, c'est pas que le feu, quoi. Il y a plein d'autres moments où les pompiers interviennent, quoi. Peut-être pas pour vous, Kylian, mais vous avez certainement connu Joël Mazard, on dit souvent l'assistante sociale. Et voilà, on a beaucoup ce rôle-là aussi avec la population, puisque on intervient dans tous les conflits familiaux. Voilà, on appelle tout de suite les pompiers dès que quelque chose ne va pas. Et bien là, on voit tout ce qui se passe chez les gens. Aussi bien chez, comme on dit, les gens d'en bas que les gens d'en haut. Ah oui, parce que face au feu ou face à l'adversité, face à la difficulté, comme on dit, à ce moment-là, on est tous égaux et il n'y a plus de classe sociale. Voilà, il n'y a plus de classe sociale. Quoi. Non, comme le disait le général Cassot, quelle que soit ta couleur, ta religion, ta tendance politique, explique-moi ton problème, si je peux t'aider, je vais t'aider. C'est ça, et je trouve que c'est très, 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 très vrai, très, très beau. Est-ce que cet altruisme que vous avez retiré, parce que maintenant il fait partie de vous après tant d'années, c'est quelque chose que vous retrouvez au quotidien dans votre métier actuellement ? Alors aujourd'hui, oui, sauf qu'on n'est plus dans le service entre guillemets à la personne, puisque voilà. Mais par contre, on le retrouve puisque les gens qui nous entourent, on est, pour le dire autrement, voilà, je suis toujours dans le monde associatif.
Je fais partie de l'association des commerçants du Dorat, je fais partie d'une association de chasse communale, mais donc on est toujours là pour aider. C'est-à-dire qu'on va chercher des idées pour que ce soit abordable par tout le monde, que tout le monde profite, que la masse générale des personnes puisse profiter à un moindre coût, parce que ça c'est important aussi, de loisirs, de plaisir de la vie, quoi, c'est tout. D'ailleurs, vous avez, comme vous l'avez dit dans votre parcours, pompier et puis formateur. Donc là aussi, quand on est dans le domaine de la formation, il faut un minimum d'altruisme, il faut aussi la passion de l'autre et de la transmission pour pouvoir... Ça m'est venu avec les pompiers, puisque ça m'a bien engaillardi, on va dire, puisque chez les pompiers de Paris, j'étais pompier, mais j'étais aussi spécialiste, j'étais maître-nageur, j'étais donc spécialiste d'intervention subaquatique, donc moniteur de plongée, j'ai fait plein de formations militaires comme ça, j'étais spécialiste détachement d'intervention cataclysme aéroporté, donc tout ce qui est tremblement de terre, etc. Quand une équipe de la brigade était dépêchée, on faisait partie, on partait en avion militaire et on était dépêché sur place. Donc plein de petites spécialités comme ça qui m'ont permis aussi de prendre une certaine carapace, quand même. Donc, puisqu'on est quand même bien formé, bien conditionné, mais très très intéressant, vraiment quelque chose de vraiment super. Après, dans ma deuxième carrière professionnelle, effectivement, en tant que formateur, là je me suis retrouvé, puisque quand on est pompier et qu'on va à l'avancement, qu'on monte en grade, on encadre après. Et quand on encadre, on fait donc la formation des jeunes recrues, on fait la formation dans les centres de secours, du personnel. Ça, c'est quelque chose que j'aimais bien. Les formations de secourisme, les formations incendie, etc. Et après, c'est vraiment un métier qui pouvait me coller à la peau, donc je suis parti pour faire ce métier-là de formateur. Je me suis dit, tiens, ça va me plaire. Derrière, j'arrivais en fin de carrière par rapport à mon échelon, mon grade, et donc je suis rentré dans cette entreprise comme formateur, et là, je me suis, entre guillemets, éclaté, parce que franchement, c'est transmettre aux gens des gestes qui peuvent leur sauver la vie tous les jours. C'est ça. Qui devrait d'ailleurs être transmis dans les écoles dès le départ, et voilà, qui devrait être obligatoire. Le secourisme ou l'incendie, on devrait apprendre les bases. On apprend un tas de choses, mais pas forcément essentielles. Ça, c'est essentiel, parce qu'en secourisme, un gamin de 7-8 ans est capable de sauver la vie de sa maman ou d'une autre personne, juste en sachant faire une PLS, une position latérale de sécurité. Avoir un détecteur de fumée à la maison, les gens ne le comprennent pas bien parce qu'on leur dit c'est obligatoire. Et c'est vrai qu'on a un peu de mal avec le mot obligation, alors que c'est nécessaire, parce que c'est le seul vital, quoi. Outil capable de vous prévenir quand vous dormez qu'il y a un problème à la maison, qu'il y a un départ de feu et qu'il faut sortir de la maison. Voilà, si on n'a pas ça, personne ne va nous réveiller pour partir. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui sont toutes bêtes, toutes simples. Éviter de surcharger les multiprises, voilà. Enfin, il y a plein de petits gestes qu'on peut éviter, où bien sûr l'accident n'arrive jamais. Il n'arrive que chez les autres. Que chez les autres, bien sûr. Mm-hmm. Mais quand on le prend dans la figure, celui-là, c'est trop tard, la claque est arrivée, comme on dit, et on a mal. Alors les pompiers sont là, oui, mais des fois on ne peut pas être là aussi rapidement qu'on devrait. L'adage mieux vaut prévenir que guérir, il est là pour quelque chose aussi. Tout à fait. Et donc un jour, vous vous êtes réveillé et vous vous êtes dit, eh ben non, moi je veux faire du café nain. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, c'est tout simplement, il y a 4 ans, mon épouse a voulu changer de direction. Elle est auxiliaire de puériculture, elle travaillait sur la souterraine, en crèche. Et puis, un petit ras-le-bol. Et ça faisait longtemps que ça lui trottait dans la tête d'avoir son petit commerce, d'avoir un salon de thé. Donc, on a recherché un local, etc. On a trouvé le salon de thé. On a trouvé un local, on a monté le salon de thé, on a créé son affaire. Et puis, c'est parti. Mais pour avoir un café qui correspond à l'éthique que l'on voulait avoir pour le salon de thé, on a donc cherché des artisans torréfacteurs pour avoir un produit de qualité. Et là, j'ai fait connaissance avec des artisans torréfacteurs sur Limoges, sur Saint-Junien. Il y en a quelques-uns, on est 2 ou 3 dans le secteur. Et là, j'ai trouvé le métier passionnant. Amener une plus-value à un produit travaillé par des gens qui sont passionnés. Là, je ne parle pas de café industriel, attention. Hein. Une production industrielle, ce sont vraiment des petites quantités. J'ai trouvé ça génial, quoi. Puis c'est vrai qu'on peut comme en cuisine, on peut amener ce que l'on veut en goût quelque part, faire ressortir des goûts, des saveurs, donc des arômes. Et je trouvais ça super. Bon, c'est tout. Mais moi, j'avais mon activité, attention, donc il n'était pas question. On lançait mon épouse, donc il n'était pas question que j'arrête mon travail encore. Et puis on est parti en Guadeloupe pendant 15 jours. Et là, j'ai visité des caféiers, des plantations. Et là, j'ai eu le déclic. Quand j'ai vu le travail des gens en forêt, parce que c'est énorme, hein, un caféier, ça fait 5-7 mètres de haut, mais c'est dans la forêt tropicale, la forêt équatoriale, parce que le café ne pousse que dans la bande équatoriale,
C'est-à-dire que ça se situe entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, et il n'y a pas de café qui pousse au-dessus ni en dessous, sinon on en aura en France, par exemple. Hein. Et quand j'ai vu le travail de ces gens en forêt, qui, avec à côté du vanillier, il y a le caféier, derrière il y a un bananier, après il y a d'autres plantes qui sont énormes, c'est gigantesque, et font tout à la main. Tout à la main. Il n'y a pas de machine qui rentre là-dedans. Et le désherbage se fait à la main, l'entretien, il n'y a pas de pesticides, c'est tout avec des huiles essentielles. Enfin, c'est phénoménal, quoi. Et j'ai dit ça, moi, je veux transformer ça. Je veux que les gens découvrent le travail de ces personnes-là. Qu'il y a derrière. Voilà. Vous avez visité d'autres pays d'autres pays où ils font du café, d'autres endroits? Pas eu le temps encore, puisque dans mon principe, dans mon emploi, dans ce que je m'emploie à faire aujourd'hui, ma grosse ambition est d'aller sourcer le café avec mon fournisseur. Voilà. Puisque ce que je veux vraiment, c'est avoir l'histoire de la ferme à raconter avec le café. Quand les gens me posent des questions sur les fermes, je connais les réponses à donner, puisque mon fournisseur me donne les photos de la ferme, les noms des gens qui travaillent dedans, etc. Je sais si c'est une ferme qui est tenue par des femmes, comment elles travaillent, si des hommes, voilà. Mais moi, je voudrais aller sur place, vivre avec eux au moins une semaine ou deux, pour expliquer derrière, comprendre, expliquer, voilà, comment ils touchent les cerises, comment ils les ramassent, comment c'est fait, qu'est-ce qu'il y a qui pousse à côté dans tel secteur, pourquoi ça pousse là-bas et pas ailleurs. Oui, les méthodes culturelles et traditionnelles également. Et on retrouve le côté altruiste dont on parlait tout à l'heure, qui est de sublimer justement le travail de ces gens, et de le faire connaître ici en France. C'était ce que je voulais souligner tout à l'heure. Hein. Je t'ai coupé. Non, pas du tout, parce que je ne l'ai pas fait à temps, donc t'as bien fait. On arrive justement après tout ce petit parcours dans le rétro, on va dire ça comme ça. Alors, transition facile au deuxième choix musical, qui était 3 cafés gourmands à nos souvenirs. Pourquoi ce choix ? Encore une fois, je trouve que 3 cafés gourmands, dans l'expression de leur chanson, parlent bien du Limousin et nous fait quand même bien voir que, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai une accroche quand même dans le Limousin de par ma famille maternelle. Et effectivement, on y revient, on y est bien. Et c'est notre Limousin. Et alors, je vais passer pour un chauvin. Non, de toute façon, les Français ne sont absolument pas du tout chauvins. C'est bien connu. Donc, Dit-elle en parlant de la Belgique, vraiment, je voulais voir. Non, je trouvais que c'était une chanson qui exprimait bien le côté. Il y a le côté festif qu'on retrouve en Limousin et notamment en Corrèze. Les paroles sont intéressantes aussi sur notre belle région. Donc, on monte en puissance. Plus on avance dans l'émission, plus on va être en mode festif. Alors Kylian, tu avais une question justement tout à fait pertinente sur l'appellation des cafés. Alors voilà, moi j'avais une question. Est-ce que dans le commerce, on va beaucoup retrouver de termes de café qui viennent de un peu chaque ville du monde ? Et ma question, c'était un peu derrière, est-ce que c'est purement marketing ou est-ce qu'il y a réellement une différence dans les cafés de grande consommation en quelque sorte ? Oui, dans la grande distribution, on va l'appeler comme ça, effectivement, c'est beaucoup du marketing. Comme je l'expliquais hors antenne tout à l'heure, le marché mondial du café, en gros, est détenu à 90% par Lavazza, Nestlé et LJH. Et donc, surtout Nestlé et Lavazza. Et tout ce qui en découle dans nos magasins vient de ces grandes marques-là. Voilà. Donc, ce sont des cafés qui sont torréfiés par centaines de kilos, ensemble, dans des torréfactions flash qui peuvent durer 2 à 4 minutes, où on va brûler le café pour uniformiser le goût. Donc, quand vous voyez des paquets dans le rayon avec marqué Colombie, il y a juste marqué Colombie sur le paquet. Ouais, il a on ne vous donne pas la région, le nom de la ferme ou de la coopérative. On vous dit Colombie, on vous dit Équateur, on vous dit Costa Rica. Voilà. On ne vous dit pas c'est un Ragana qui vient de Nouvelle-Guinée, de tel endroit dans la Nouvelle-Guinée, des Est-Thaïlande, etc. Vous voyez, on ne vous explique pas tout ça. On ne vous dit pas le travail qui a été réalisé en amont avant que les gens puissent déguster ce café-là. Voilà. Donc oui, effectivement, il y a une grosse image marketing. Et puis bien sûr, on joue aussi sur les modes. On dit le café italien parce que le café italien, c'est une mode quelque part. Il faut savoir quand même que pour la petite histoire, pour l'histoire, c'est par les Italiens que le café est arrivé en Europe. Dans les années 1700. Voilà, c'est un commercial italien qui a ramené le café parce qu'à l'époque, le café était essentiellement commercialisé sur le bassin méditerranéen et le monopole était détenu par les Arabes, le sultan Suleiman le Magnifique. Là, et c'est lui qui détenait tout le monopole du café à l'époque. Et il le gardait très jalousement. Et ça a commencé à se démocratiser un petit peu, on va dire, dans les années 1700, où là, un commercial italien a réussi à ramener du café, mais torréfié, bien sûr, jamais de graines de café. Voilà.
Et après, seulement, il y a, par exemple, pareil, en Inde, aujourd'hui on a du café, ça peut surprendre, mais c'est dû à un riche sultan aussi qui est parti faire un pèlerinage à la Mecque, qui a découvert le café, qui a dégusté cette boisson et qui est tombé amoureux de ça. Et donc, lui, il a réussi à voler quelques graines, à les ramener dans son pays et à les planter dans la région du Karnataka. Et depuis, on a du café en Inde, voilà. Ah oui. Et ça, c'était quand même il y a 400 ans. Ah oui, donc comme ça, c'est fou. C'est vrai il y a plein d'histoires comme ça. Comme vous disiez bêtement, c'est vrai qu'on s'était jamais fait la réflexion. Le café italien, non, il n'y a pas de café en Italie. Et non, il n'y a pas de café en Italie, tout à fait. Voilà, le café, il l'achète aussi et il le torréfie, mais d'une certaine façon. Il faut savoir qu'en général, si vous montez dans le nord du monde, donc tout ce qui va être Finlande, Suède, tout ça, vous allez avoir une torréfaction plutôt claire. Plus vous allez descendre dans le sud de la planète, plus la torréfaction va être brûlée. D'accord. Et pourquoi ? Je ne sais pas. C'est voilà, une affaire de goût, certainement. Et puis de transmission. Hein. Mais c'est comme ça, voilà. Donc chez nous, en France, depuis quelques années, se démocratise le café de spécialité. C'est-à-dire le café de torréfaction artisanale, où on a une torréfaction médium, on appelle comme ça, puisqu'elle correspond à une couleur robe de moine, donc un marron plus ou moins foncé, suivant les variétés, puisque le grain va faire ressortir une couleur aussi. Et c'est cette couleur-là, cette cuisson-là qui va permettre au café de faire ressortir ses arômes, ses saveurs. Et chaque propriété, tout comme on pourrait faire le parallèle avec du vin, chaque propriété va donner ses arômes et ses saveurs. Chaque terroir va s'exprimer. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir bien expliquer aux gens que oui, par exemple, moi, à mon atelier, j'ai 2 cafés du Honduras, j'ai 2 cafés du Pérou, j'ai 2 cafés, voilà. Pourquoi ? Parce que je prends toujours des cafés de régions différentes, de terroirs différents. Terroir humide, terroir sec, voilà. Montagne, forêt. Donc effectivement, sur le paquet, vous voyez marqué Honduras. Si vous tournez le paquet, il y a l'étiquette que je fais avec le profil sensoriel, avec la région, l'altitude, etc. Et ce sont des cafés de ferme, cafés de groupement de ferme. On a complètement des notes de saveurs et d'arômes différentes à chaque fois. Et pourtant, c'est marqué Honduras sur le paquet. Et c'est lequel que vous préférez, vous, si vous devez choisir un café ? Ça dépend les jours. Honnêtement, ça dépend des jours, ça dépend le palais, comment il est fait. Il y a des jours où je vais préférer mon petit Salvador, et puis il y a des jours où ça va être le café d'Inde, l'Inde Malabar moussonné. Voilà, c'est vraiment aléatoire en fin de compte, parce que un jour, on a le palais qui est fait comme... Voilà, donc qui va pas être fait comme d'habitude, et puis on va se dire tiens, celui-là il est meilleur aujourd'hui. Là, je prends celui-là, puis ça dure 2 ou 3 jours. Puis un coup on en prend un autre. Ah non, celui-là il est bien aussi. Hop. Je les aime tous, voilà moi. Est-ce qu'il existe une appellation particulière, comme il y a l'œnologue qui est spécialisé dans le vin, est-ce qu'il existe une particularité, un nom pour les personnes qui sont spécialisées dans le café et qui le s'y connaissent ? Caféologue. Oui, non, mais, ouais. Oui, c'est ça, oui. Après, quand ceux qui vont chercher le café, qui vont sourcer le café, le métier de sourceur, c'est donc d'aller dans les propriétés, dans les fermes ou les coopératives, parce que bien souvent, quand on parle de coopérative dans notre monde à nous, en France, on voit tout de suite le truc industriel où tout le monde ramène ses quantités et puis voilà, c'est patrié, c'est balancé comme ça. Là, pas du tout. C'est tout simplement que bien souvent, vous avez des tout petits producteurs qui ont 1 hectare. Mm-hmm. Donc ces gens-là ne peuvent pas commercialiser leur café et ne produisent pas assez. Donc là, effectivement, ils se groupent. Ils font des petits groupements qui leur donnent plus d'importance et qui permettent de travailler le produit et d'amener, une plus-value à leurs produits, puisque en agriculture raisonnée pour la plupart, parce que certains ne veulent pas adhérer au label bio aussi, attention, tout le monde ne veut pas adhérer à ce label-là, et pourtant ils n'utilisent pas de pesticides, ils utilisent pour certains des huiles essentielles, pour d'autres, il n'y a pas de machine qui rentre dans la forêt, certains cafés sont classés Bird Friendly, par exemple, café mis des oiseaux, ce qui veut dire que la ferme est obligée d'entretenir la forêt pour accueillir certaines populations d'oiseaux, donc ça garantit bien un café qui pousse en forêt. Ça garantit bien aussi qu'il n'y a pas de machine agricole qui rentre dans la forêt, que l'entretien de caféiers est fait à la main, mais de toute façon, quand ils entretiennent les caféiers, ils entretiennent autre chose, parce qu'en général, il peut y avoir des vanillés à côté du caféier, il peut y avoir des bananiers, comme je disais tout à l'heure. Vous voyez, il y a toute la flore tropicale qu'on peut retrouver autour des caféiers, et ça, c'est important. C'est ce que nous garantit un produit de qualité et vraiment goûteux. Mm-hmm. Cette passion que vous avez, est-ce que vous l'avez cultivée pendant quelque temps avant de vous lancer, ou vous racontiez qu'en fait après un voyage ça vous a plu, mais il vous a fallu un grand moment de transition Non, pas si longtemps que ça, puisqu'on est parti au mois de mai et voilà, ça m'a pris l'été, quoi.
l'été? Alors je suis quelqu'un qui est assez impulsif. D'accord, vous avez... Et une fois que je décide de faire quelque chose, je mets toutes les ressources du bon côté, voilà, entre des limites droite et gauche. Je regarde si c'est faisable, et si ça me plaît, et c'est faisable, c'est réalisable, en avant. Voilà. D'accord. Et c'était quoi justement les ressources dont vous avez eu besoin et que vous avez récoltées pour vous lancer? Eh bien, les connaissances dans le monde du café, après la faisabilité, parce que bon, après on peut être un doux rêveur, mais C'est ça. il y a aussi le business, entre guillemets, l'argent, il faut un petit peu d'argent. Les banquiers, ils rêvent pas. Et non, quand on va les voir, les rêveurs... Ça marche pas. Non, pas du tout. Donc voilà, tout ça, il faut l'écrire, il faut bien expliquer pourquoi est-ce qu'on veut faire ça, qu'est-ce qui va changer par rapport à un café que les gens vont trouver à Intermarché. Vous allez, alors pardon, j'ai dit une grande surface, excusez-moi, mais bon, vous allez trouver du café en grande surface à 5,50 € le kilo. Moi, c'est le prix moyen d'un paquet de café chez moi de 250 grammes. Voilà. Donc, mais c'est pas du tout la même chose. On n'est pas sur les mêmes produits. Mais ça, faut l'expliquer aux gens. Donc tout ça, ben voilà, il faut l'écrire, il faut savoir l'expliquer, il faut savoir le mûrir. Et pour l'instant, je dirais que ça va pas trop mal. Les gens découvrent, apprécient, aiment et reviennent. Donc je suis content. D'accord. Donc vous êtes entendu quand vous parlez de votre passion. Oui. D'accord, là-dessus. Et vous n'avez pas eu une période de doute, on va dire, comme beaucoup de gens qui se lancent dans un projet, même si ça leur tient profondément à cœur, un moment où... Le plus gros doute, c'était le Covid. Ouais. C'est ça, quoi. C'était peut-être pas la meilleure période pour le lancer. invité dans la danse. Voilà, puisque quand j'ai arrêté mon emploi précédent, donc c'était en décembre 2019, j'avais programmé mes formations de torréfacteur pour acquérir, je disais, connaissances et compétences. Puisqu'on peut avoir des compétences, il n'y a pas de diplôme qualifiant pour le métier de torréfacteur. Mais moi, je sais que de par mon conditionnement, de là où je viens, il faut savoir de quoi on parle. Normal. Donc il faut s'enquérir du vocabulaire qui va bien. Il faut aller voir justement tout ce qui existe dans ce domaine-là pour derrière être plus riche quand on va donner des informations aux personnes. Et puis après, il y a un peu de compétences à acquérir, puisque c'est comme un cuisinier, quoi. Ça s'apprend pas comme ça. Voilà. Donc il y a des petits gestes à connaître. Et donc je suis parti là-dessus. Et ce qui m'a bien ralenti, c'est le Covid, puisque le temps de faire mes formations, je suis sorti de formation le 13 mars, et le 16 mars 2020, nous étions confinés. Et là, ça met le petit coup de mou qui va bien. Le banquier. Aïe. Du coup, ça vous a aussi permis de bien mûrir le projet, de bien mettre en place tout ce qu'il fallait pour réouvrir quelques mois après. Ah là, tout à fait, oui. Mais c'est là, effectivement, pour en revenir à l'intérieur, ce que je veux rebondir là-dessus, c'est qu'on se pose quand même des questions. Bah oui. On se pose quand même des questions, puisque tout est cassé d'un seul coup, quoi. Donc, est-ce que ça va se faire, pas se faire Bon, parce que on a quand même une vie, quoi. Derrière, il faut des revenus. Tous les mois, il faut vivre. C'est ça. Donc, c'est pas évident. Mais bon, ça va, on a rebondi. Et puis, de toute façon, ce qu'il faut, c'est toujours, comme je dis, c'est relever les manches, travailler. Et puis, il n'y a que le travail qui va faire que ça va fonctionner. Et alors, attention, la transition, celle-là, je la cherche depuis 1 heure. Il faut parfois pouvoir passer une bonne nuit pour mûrir les projets. Donc la nuit porte conseil, et donc Give Me the Night, voilà. George Benson. Pourquoi ce choix-là? Eh bien voilà, vous l'avez dit, parce que j'aime bien aussi la fête, j'aime bien la musique. Alors j'aime tous les styles de musique, moi j'ai pas d'a priori là-dessus, mais j'aime tous ces sons-là des années 70-80 qui sont fantastiques, quoi. Ah oui, ça s'invente pas. George Benson, quand même, ça s'invente pas. C'est quand même, c'est bon, c'est chaud. C'est comme le café, en fait. Ça réveille, ça met tout le monde d'accord. Alors, on parlait hors antenne tout à l'heure des marchés, parce que vous me disiez que le côté justement humain aussi, vous l'avez découvert sur les marchés pour pouvoir faire connaître votre activité. Et donc, comment vous voyez la différence entre Martial dans sa boutique et Martial sur les marchés? Ah non, Martial dans la boutique ou sur le marché, c'est pareil. C'est le même. Voilà, c'est le même, il n'y a pas de souci. C'est simplement qu'on est venu à faire les marchés par besoin, attention, puisque aussi bien mon épouse que moi-même, pendant la période on va dire de confinement, etc., fallait bien aller au-devant des clients. Parce que c'est vrai que dans des petites communes, des petites bourgades, comme on dit chez nous, attendre le client toute la journée, avec les règles de confinement, de couvre-feu et tout ça, c'est pas évident. Donc, ayant eu la chance de pouvoir de participer à 2 marchés de Noël au mois de décembre 2020, ça avait plutôt bien fonctionné. On s'est dit, on a réfléchi courant janvier-février,
pourquoi on ne ferait pas les marchés hebdomadaires? D'accord. Et ouais, tiens, c'est pas une mauvaise idée. Allez hop. Donc j'ai fait les demandes. Et puis on a commencé à faire les marchés. Et là, on a ce que l'on recherchait avec nos commerces, c'est-à-dire la relation de proximité avec les gens, mais beaucoup plus accrue. Puisqu'effectivement, sur les marchés, on voit du monde. Que ce soit des petits ou grands marchés, il y a du monde toujours, il y a du public qui vient sur le marché acheter ses légumes, sa viande, son fromage et aujourd'hui son café. C'est ça. Et donc, moi, ça m'a permis effectivement de me faire connaître, de développer mon activité, d'acquérir aussi une satisfaction, puisque là où je suis vraiment content, c'est quand les gens reviennent, et qui sont satisfaits du café, qui ne tarissent d'éloges sur « Oh, il est trop bon celui-là, et celui-là, ce goût chocolat qu'il a et tout ». Et donc, c'est des clients, quoi, et je suis hyper content quand c'est comme ça. Et ça, sur le marché, c'est du direct, quoi, voilà. C'est pas... Ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle vraiment un commerce de proximité, mais surtout, c'est un commerce d'habitués. C'est les gens qui goûtent à ce genre de produits. Au bout d'un moment, ils vont revenir simplement parce que soit ils sont tombés accros à ce café-là, ou ils ont envie justement peut-être de découvrir d'autres cafés et d'élargir leur palette de découvertes. Voilà, puis ce que recherchent aussi les gens, c'est le conseil. Mm-hmm. Voilà, ils viennent, ils découvrent un produit, mais ils découvrent aussi des conseils. Et ça, ils apprécient. J'ai remarqué que les gens aimaient beaucoup avoir les conseils, comment déguster le café, comment le préparer. Et ça, c'est important. Même sur les accessoires à café qui servent donc à préparer le café, les gens aiment bien avoir les bons conseils. Et quand ils reviennent avec la banane jusqu'aux oreilles, parce qu'ils sont hyper contents de la machine qu'ils ont achetée et puis du rendu à la tasse du café, et moi, voilà, je suis heureux. C'est tout. Et en parlant de conseils, justement, vas-y. Moi, j'allais en demander. J'ai demandé si on a le droit de mettre du sucre dans son café. Alors... Non, parce que c'est une question quand même qui me turlupine depuis tout à l'heure. Est-ce que j'ai le droit de le dire que je le sucre mon café ou pas? Tout à fait, c'est une affaire de goût. Ah, c'est une affaire de réponse de commercial. Oui, parce que c'est ce que j'étudie, on ne le fera pas à moi. Non, mais on peut pas aller à l'encontre du goût des personnes. Voilà, les gens vont l'apprécier avec du sucre. Maintenant, un café de propriété, vous n'avez rien à cacher avec le sucre. Puisque, en général, et comme on le disait hors antenne tout à l'heure, on nous a tellement conditionnés à boire un café industriel qui a de la force et de l'amertume que l'on met du sucre pour casser cette amertume. Mais là, pas besoin. Il n'y a pas d'amertume. Il n'y a que de la saveur agréable qui reste en bouche. Il n'y a rien à casser, il n'y a rien à rincer avec un verre d'eau ou mettre du sucre pour casser le goût. Le goût est agréable. De toute façon, je crois qu'il y a pire que du sucre, il y a le lait. Il y a le lait et le sucre. Et le lait et le sucre, quoi. Là, bon. Là, à ce moment-là, c'est plus du café. On voit un désaccord. Je pousse un petit peu loin. C'est ça. Maurice, tu pousses le bouchon un peu loin. Hein. Ça, c'est de notre génération aussi, tu connais pas. Mais si, je connais. Tu connais? Oui, je connais. C'est vrai qu'ils ont parce que la plus grande satisfaction du torréfacteur, c'est de voir les gens contents. C'est ça. C'est vrai que vous le disiez, le côté commerce, évidemment, parce qu'on n'est pas philanthrope, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, encore une fois. Mais quand on fait un métier comme... Enfin, moi, je pense l'exercer avec passion aujourd'hui, et ça fait 1 an et 1 mois que j'existe. Et quand les gens viennent me voir, qu'ils sont contents, qu'ils ont la banane et tout, qu'ils sont contents d'avoir découvert le café, voilà, moi je suis satisfait, c'est tout. Ça, c'est comme en formation, comme dans mon métier précédent, que les gens viennent à l'issue de la formation, ou même la semaine d'après, quand on revient dans l'entreprise. Oh, c'était bien votre formation, hyper intéressante. Voilà, on a la satisfaction du travail accompli et on est bien dans ses godasses. Et donc, 1 an et 1 mois après, c'est quoi le retour? Comment vous pourriez résumer justement, alors soit Martial avant, Martial maintenant, ou votre évolution, ou le parcours, si vous deviez expliquer ça à quelqu'un, vous diriez quoi? C'est la vie. C'est la vie tout simplement, c'est des choix qui se font à certains moments, on prend la direction ou on ne la prend pas. Moi je suis aujourd'hui très content de ce que j'ai réalisé et j'espère que ça va continuer comme ça. C'est tout. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment de gagner ma vie avec mon café, mais c'est aussi d'avoir une satisfaction, encore une fois, je le répète, que les gens soient contents. Et donc, tant que j'aurai ce retour-là, je serai heureux. Voilà. Et si vous deviez donner, on parlait de conseils justement avant, si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer, qui en a ras-le-bol de son boulot, ou qui veut aller élever des chefs dans le Larzac, et qui a un petit peu d'ordine, là, vous lui diriez quoi? S'il y a les ressources, c'est-à-dire s'il a bien cadré son affaire, parce que on ne peut pas se lancer dans tout et n'importe quoi comme ça non plus, il faut quand même vivre derrière. Hein. Mais c'est de bien cadrer l'affaire,
de bien monter son business plan, comme on dit, son plan d'affaires, de bien chercher les bonnes ressources, les bons interlocuteurs, ne pas hésiter à se faire aider aussi. Hein, on a une chambre des métiers de l'artisanat qui existe, on a une chambre du commerce et de l'industrie qui existe, ils sont là pour nous appuyer, nous aider, nous apporter ce qui nous manque, des fois, le petit truc qui va faire que, ah oui d'accord, j'ai compris, hop. Et parce que sinon, on va à l'aventure et si on se casse la figure, on est dégoûté. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait ? On n'est pas bien et voilà. Alors que quand on ceinture bien son affaire, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Puis même si ça ne fonctionne pas, en tombant qu'on apprend à se relever. Donc, C'est ça, à un moment donné, c'est aussi de pouvoir rebondir sur les erreurs ou sur les difficultés rencontrées. Et là, je retrouve le pompier du départ, hein, de comment j'arrive en effet à pouvoir rebondir sur n'importe quelle problématique, quoi. Tout à fait. Alors, 2-3 petites questions très rapides. Joachim, il me reste encore combien de temps ? 2-3 minutes. 2-3 minutes. Donc j'ai le temps de faire une ou deux questions et puis je vous mets la musique. Oui. Allez, très rapide. Alors, Martial, quel est votre principal trait de caractère ? Ah oui, là c'est du tac au tac. Hein. On réfléchit pas, c'est boum. le premier truc qui vous vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'on dit de vous ? Je sais pas, j'en sais rien, franchement, je sais pas. Qu'est-ce que votre femme vous dit le plus souvent ? Ça fait un peu interrogatoire. Ouais, non, mais honnêtement, je sais pas. Voilà, mon trait de caractère, je suis quelqu'un plutôt de gentil, serviable, peut-être. J'ai mon caractère aussi, hein, quand ça va pas, je sais le dire, hein, attention. Hein. Mais après, voilà, je sais pas me définir un trait de caractère particulier, quoi. Votre pire défaut ? Peut-être trop impulsif. Votre héros dans la vie réelle ? Mon père. Votre héros dans la vie... Pas réelle, Pas réelle, fictive. J'en ai pas. Non. J'en ai pas. Ce que vous détestez par-dessus tout ? Les menteurs. Ce que vous appréciez par-dessus tout ? Hormis le café, hein, on sait. Les gens sincères, honnêtes, entiers. Alors, le don de la nature que vous voudriez avoir ? Vivre le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles. Et votre devise ? Ce qui vous fait avancer, ce qui vous fait vous lever tous les matins ? Phrase importante. J'ai pas de phrase importante, simplement, il faut relever les manches et puis travailler tous les jours. C'est ça, remettre le métier tous les jours. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, au terme de cette émission, comment vous vous sentez ? Qu'est-ce que vous en avez retiré ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Très bien, ouais, non, c'était très agréable. Ça permet un petit peu de retracer un petit peu toutes les carrières que j'ai pu faire. Et puis de présenter aussi un petit peu le café, ma façon de travailler. Voilà, j'espère que tout le monde aura compris ce que c'est que le métier d'artisan torréfacteur, d'aller chercher le meilleur des produits pour que les gens puissent avoir le meilleur ressenti lors de la dégustation. Et on fait une spéciale dédicace à vos filles, parce que je pense qu'elles nous écoutent, c'est ça ? Tout à fait. Boule à facette et pousser les meubles. Donc, Eddie Mitchell, pas de boogie-woogie ce soir. Pourquoi ? J'adore. Ça résume, point final. Bonjour Fred, je t'ai pas dit bonjour. Tu vas bien ? D'impeccable. D'impeccable. Ah parfait. Bon, non, mais plus sérieusement, dans le café, on met pas de sucre. Non, c'est pas possible. Ça pue le goût de café. C'est ça. Ça ressemble plus à rien. Mais en tout cas, Martial, merci beaucoup de nous avoir fait voyager tout en restant là, de nous avoir fait partager ce café, de m'avoir donné envie de venir goûter du café. Ça, c'est quand même surréaliste. Donc oui, je viendrai au Dora pour venir goûter ça. Kylian, merci. Merci beaucoup. C'est agréable de vous entendre parler de votre passion, en tout cas. Merci. Ça, c'est clair. C'est vraiment, on sent la passion, c'est vraiment le plus important. Joachim, merci beaucoup. De rien. À la semaine prochaine. Et puis, mesdames et messieurs, bonne soirée. Et attention, pas de boogie-boogie ce soir.